On n'attend plus que les autres résultats des rencontres pour les qualifier au second tour. Merci donc de nous rejoindre et de rester connectés à nos programmes. On va prendre un petit break avec la complicité de la partie technique et on revient. Je vous présente l'invité du jour. C'est un réel plaisir. On va l'écouter. Il est d'une expertise avérée. On se retrouve à tout de suite. Retour en plateau, c'est foot, c'est vous, c'est foot, c'est nous. Mesdames et messieurs, notre mariage n'aura point de fin. Et je vous tourne donc vers notre consultant qui est avec nous, Loïc Eloge. Merci de nous faire l'honneur. Bien le bonsoir. Bonsoir Ludovic, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir. Je le disais encore, les internautes sont déjà connectés, des millions, on en estime. Les Lions qui ont su classer l'Éthiopie, vous vous y attendez ou alors vous aviez émis des doutes avant l'entame de cette rencontre? Naturellement, en tant que supporter des Lions, je m'y attendais. Déjà parce que les Lions jouent la 134e nation mondiale au classement FIFA. Et nous sommes l'équipe du Cameroun, nous jouons à domicile. Nous avons à cœur de corriger les erreurs du match précédent. Déjà, le Cameroun a été critiqué pour la production de son jeu. Donc, j'étais confiant et j'attendais une grosse performance des Lions. Fort heureusement, j'ai été servi et le résultat, il est là. Alors, le résultat est là. Cette Éthiopie qui a quand même fait peur aux Lions indomptables et à nous réveillants en venant loger le ballon au fond de nos cages. La tanière était en ébullition, on a presque douté. Pour ceux qui n'ont pas cette foi dont vous faites preuve sur le plateau de ces foot. Oui, évidemment, puisque je vous le rappelle, on joue contre une nation qui n'est pas habituée à ce genre de tournoi. Et malheureusement, pour nous, ils nous surprennent à la 4e minute, qui est un temps assez crucial puisque les équipes sont encore en phase d'observation. Encore en phase d'observation. Mais on a une équipe éthiopienne qui était bien avisée. Ils savent que attaquer dès les premières minutes du match, c'est déjà donner le temps. Et ils ont profité des errances de la défense camerounaise. Ils ont marqué. Heureusement, comme je le dis, heureusement, on a une équipe qui a su réagir avec classe et avec brio et dans les temps. Ce qui a permis à tout le bloc camerounais de se ressaisir et d'aborder le match avec beaucoup plus de sérénité. Alors cette Éthiopie, pour ceux qui ont cette visibilité du match, ils partent d'une action un peu plus rapide, en 2 touches de balle. On se retrouve dans cette défense camerounaise. Et c'est vrai, s'il faille qu'on fasse une fixation sur ce match, on va se dire, les Camerounais ont corrigé, ils ont remonté la pente, ils ont gagné. Mais si on reste figé dans l'objectif du futur, on se présente des inquiétudes parce que face à une grosse écurie, il est possible qu'on n'égalise pas et qu'on ne revienne pas à remettre des pendules à l'heure. Y a-t-il une inquiétude dans notre défense? L'inquiétude, elle existe, mais je pense qu'après ce match, le staff entier et le sélectionneur des Lions indomptables pourra remettre les pendules à l'heure. Ce match était un test, pourra servir de test et pourra servir de leçon à l'avenir. Bon, on a une équipe qui forcément se disait ne pas pouvoir jouer la possession avec l'équipe du Cameroun. Oui. Il fallait attaquer, jouer direct. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont testé la défense 2-3 passes. Ça a marché. Et forcément, je pense que c'est une séquence vidéo qui va être reprise en entraînement et dans les jours à venir. Afin d'établir les responsabilités. Évidemment. Je pense que même à la conférence d'après-match, l'entraîneur Antonio Conceição l'a mentionné, que le match est perfectible, surtout sur le plan défensif. Sur le plan offensif, une performance de haut niveau, mais sur le plan défensif, il y a encore des erreurs, il y a des choses à corriger, et l'entraîneur l'a déjà mentionné, donc je suppose que c'est déjà dans les têtes, et qu'à l'heure nous parlons, l'entraîneur établit déjà un plan de jeu pour rectifier ce problème. Et justement, on a peut-être aussi un problème. Les latéraux qui assurent, on a Noto à gauche, on a Faye à droite. Alors le grand problème, il se pourrait que ce soit, je dis bien, il se pourrait au conditionnel, que ce soit au niveau de notre axe. On a toujours du mal à trouver la réelle paire qu'on pourra associer à Ngadou Ngadui, qui paraît être véritablement le seul titulaire de cette équipe nationale. Oui, évidemment. Et rappelons que
dans cette paire qui a été testée, nous avons eu Gade Gadju et Jérôme Onguéné. Cette fois-ci, nous avons eu Castelletto et Gade Gadju. Ils sont nouveaux dans la sélection. Ils n'ont pas encore disputé leur première compétition majeure avec l'équipe nationale du Cameroun. Je suppose aussi qu'avec la pression et tout ce qui va avec, les défenseurs n'ont pas encore la confiance nécessaire pour pouvoir délivrer des performances de haut vol. Et il y a aussi un autre facteur, le facteur suffisance. Parce qu'à bien des moments durant le match, on a vu des défenseurs qui essayaient de conserver des balles dans des surfaces dangereuses, dans la surface dangereuse. Et puis, en face, ils se disent peut-être, c'est l'Éthiopie, le pressing, voilà. Et puis, ces petites erreurs-là, ces petites pertes de balles, parfois dans la surface, ça a failli nous coûter cher. Donc, et une autre raison possible, l'entraîneur essaye aussi de donner du temps de jeu à toute l'équipe. Parce qu'après, on entame le 3e match, ensuite les 8e de finale. Il essaye peut-être de rôder. Nous ne savons pas si jusqu'à présent, il n'a pas sa charnière défensive bien en tête. On va le voir au fil de la compétition. Mais comme je l'ai dit, c'est un match qui a servi de leçon. Et je pense que l'entraîneur, surtout avec cet axe central, a eu certaines réponses. Et voyons voir, attendons voir. Loïc éloge. Vous semblez verser trop d'éloges à cette défense camerounaise. Il faut peut-être le dire ainsi. Votre analyse est objective? Je reste... Bon, déjà, je pense que les erreurs défensives ne se résument pas à l'axe central, puisque je pense que c'est tout le collectif. Tout à fait. Parce qu'on a observé, il y a des remontées des latéraux. On a remarqué que les latéraux, cette fois-ci, ont joué plus haut que le match face au Burkina. Il y a eu des incursions dans les surfaces adverses. Par conséquent, ça laissait beaucoup d'espace derrière. Donc, et voyons, le premier but, il arrive du côté, le côté du latéral gauche. Dans le centre vient un ballon en profondeur. Et puis la défense n'a pas le temps de se remettre en position très vite. Voilà, donc je pense également qu'il y a eu aussi un souci avec le plan de jeu. Parce que la ligne défensive était très haute. Comme je l'ai dit, quand on joue un adversaire qui est à notre portée, généralement les défenses, c'est ce qu'elles font. Elles jouent avec un bloc très haut. Et la profondeur, ça paye cash. Quand on est une équipe qui joue direct, qui balance des ballons dans la profondeur, ça va se payer cash à un moment donné. Donc je pense que la performance défensive, sur le plan global, pas forcément sur l'axe. Je ne suis pas trop élogieux. Très bien. Selon vous, à vous, chers consultants, à vous, chers internautes, est-ce qu'à ce match Cameroun-Éthiopie, on a la conviction de se dire fermement, la main sur la poitrine, que nous avons une grande équipe de football? Oui, nous avons une grande équipe de football, mais ce qu'on attend beaucoup plus maintenant, c'est la confirmation face à un adversaire de notre calibre. Puisque jusqu'ici, sans manquer de respect aux équipes Burkina Faso, à l'Éthiopie, mais le Cameroun, c'est un étage au-dessus. Et on a le facteur domicile poussé par le peuple. Donc c'est la motivation en plus. Mais j'attends juste la confirmation de la prestation qui a été faite face à l'Éthiopie. Et vraiment, une équipe telle que le Ghana, le Nigeria, le Maroc, si on réussit à produire une telle prestation face aux équipes de ce calibre, je pense vraiment qu'on pourra dire, sans courir le risque de se tromper, qu'on a une grande équipe et qu'on peut aller chercher sans se soucier ce trophée. Et la question, c'est de savoir donc, l'Éthiopie a été trop faible, le Cameroun a donc été trop fort. C'est à cela qu'on peut résumer ce match? Non, je ne dirais pas que l'Éthiopie a été très faible. Parce que si on regarde même les statistiques du match, on voit que l'Éthiopie s'est procuré 12 occasions. 12 occasions, je crois qu'on a cadré la moitié ou bien 5. Et puis le Cameroun, de son côté, c'était 17 occasions. Et la position de balle globale, je crois que c'était à 50-50 ou 49-51, quelque chose du genre. Ça ne ressemble pas aux statistiques d'un match où on a une équipe hyper dominatrice et une autre qui n'a quasiment pas existé. Souvenons-nous qu'en première mi-temps, ça a été très difficile pour l'équipe du Cameroun. Elle a été sérieusement bousculée par cette équipe éthiopienne. Et à la deuxième mi-temps, avec peut-être le discours de l'entraîneur
et quelques petits changements tactiques, l'équipe du Cameroun a su en 2 minutes faire le break et ça s'est joué au niveau du moral. Mais dire que l'équipe éthiopienne était trop faible pour le Cameroun, non, non. Peut-être le score. Les Lions indomptables étaient-ils donc trop forts? Trop forts vraiment? Ils étaient très forts. C'était du lourd. C'était du lourd. On a eu du côté des Lions indomptables de la maîtrise technique. On a eu des gestes techniques de grande classe, en commençant par le gardien qui faisait preuve d'une énorme précision dans ses relances, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues, du pied gauche, du pied droit. Je pense que ça a été un récital de la part d'André Onana. Et les joueurs offensifs qui ont su, avec les individualités, marquer la différence. C'était des dribbles, des passes qui étaient bien dosées. On voit par exemple les deux centres de Collins Faye qui ont mené au but. Donc c'était au niveau technique, c'était niveau classe mondiale. Et malheureusement, l'Éthiopie en a payé les frais. Puisque vous parlez de Colin Faye, je vous emboîte le pas. Vous l'avez vu, bon, il vous a émerveillé. Ouais, il a été. C'est une fois Collins que vous attendez très souvent dans des matchs à Couperet. Ouais, il a été énorme, il faut le dire. Ouais. Par rapport à sa prestation d'hier, il est l'archétype du latéral moderne. Vous savez, ce joueur qui ne se limite pas seulement aux tâches défensives, mais qui apporte quelque chose sur le plan offensif. Et quand on regarde la composition de l'équipe du Cameroun, le trio d'attaque, on a Toko Ekambi, on a Aboubakar Vincent, on avait Choupo-Moting, qui sont des joueurs d'axe, qui repiquent forcément dans l'axe. Je parle surtout des deux joueurs du côté. Donc en repiquant dans l'axe, il laisse le couloir libre pour le latéral qui dispose du champ nécessaire pour faire des centres, pour rejouer dans l'axe. Et c'est ce que Faye Collins a fait. Il a été vraiment énorme et il a fait preuve d'une précision qui lui manquait au match face au Burkina Faso. Les centres réussis, les passes réussies qui ont déjà abouti à 2 passes décisives. Je pense que cette prestation de Faye Collins, s'il les répète au fil des mois, il sera dans les débats pour voilà. On ne va pas refaire l'autopsie. On va pas refaire l'autopsie de la valeur intrinsèque de chaque joueur. Mais si vous reposez la question néanmoins au niveau de notre milieu de terrain, nous avons un certain Zambo Anguissa qui, au-delà de la victoire, les langues s'est déliées à dire qu'il n'a vraiment pas assuré, comme on le connaît du côté de l'Italie, où il effectue à chaque match, il est presque titre de l'homme du match. Alors qu'est-ce qui coince très souvent quand on porte le vert ou jaune pour ces joueurs-là? Déjà, je vais commencer par une citation de Johan Cruyff, cette citation célèbre qui dit jouer simple est très difficile. Jouer simple, c'est très difficile. Et je pense que c'est ce qui manque à Zambo Anguissa. C'est un joueur, nous tous, nous connaissons sa qualité. En Italie, il a fait ses preuves. En France, il a joué à Villarreal. En Italie, actuellement, il fait les merveilles de Naples. Mais il a un souci, c'est de jouer simple. Il est doté d'une technique au-dessus de la moyenne, mais on a parfois l'impression qu'il abuse. Des gestes simples, parfois la passe simple suffit à faire dérouler l'équipe. Il s'embarque parfois dans des manœuvres un peu plus compliquées. Oui, c'est Zambo, oui, il a une technique hors norme, mais parfois, donner la passe à gauche lorsque le joueur est démarqué, ça résume, ça simplifie, ça donne de l'air à l'équipe. Et je pense que c'est ce qui lui manque. La qualité, il l'a, mais jusqu'ici, il faut vraiment qu'il se dégage et qu'il joue plus simplement, qu'il fasse jouer ses partenaires. Et je crois que ce sera la formule adéquate pour lui permettre d'entrer entièrement dans cette compétition et de retrouver son niveau qu'il a dans les clubs. Alors, le cas Choupo-Moting qui joue, mais jusqu'ici, il n'est pas du grand flambant Choupo-Moting, il faut le reconnaître. On ne va pas faire la caresse peut-être au sens du poil. Non, pas du tout. Mais Choupo n'a pas été véritablement, comme on le sait au Bayern, impliqué dans des actions décisives. Parfois, il est porteur de danger. Sinon, au niveau de la cohésion, il est participatif. Mais le geste d'éclat et tout ce que cela va avec, sauf si le contraire va venir de vous, monsieur le consultant. Non, pas du tout, j'ai la même impression. Je pense que l'entraîneur Tony Conceição lui a donné du temps de jeu. Déjà qu'au premier match, il n'était pas titulaire. C'était l'occasion pour lui de marquer des points. Mais il n'a pas su fournir le rendement qu'on attend de lui.
Rappelons-nous qu'également au Bayern, il n'endosse pas la casquette de titulaire. C'est un remplaçant, un super sub, comme les Anglais le disent. Donc, et au Bayern, il a la possibilité de marquer, d'inscrire beaucoup de buts lorsqu'il entre en jeu. Donc j'ai l'impression, cette impression aussi qu'il manque un peu de rythme. Il manque un peu de rythme. C'est un joueur qui, il ne joue pas beaucoup en club et il revient pour cette compétition qu'est la CAN avec les défenses qui sont assez rigoureuses. Un tournoi qui est réputé pour être physique. Choupo-Moting, je pense qu'il subit un peu toute cette pression. Mais je crois aussi que ça se joue au niveau de la confiance. Il faudra aussi qu'il se mette dans des conditions de compétition, qu'il se tourne vers les prochains matchs et qu'il se concentre. Peut-être il ne va pas marquer, c'est pas grave. On sait que pour un attaquant, des buts, c'est très important et ça joue au niveau de la confiance. Il faudrait également qu'il se concentre là-dessus et qu'il attende de bons moments. Peut-être les buts vont arriver, les coups d'éclat. Alors, ne pas parler de ce joueur serait une ingratitude de notre part. Et là, nous avons un AVC, pas le cas de maladie, Aboubacar Vincent, qui est étincelant d'une forme époustouflante. Il sort d'une autre planète, ce monsieur. Alors, moi, à son endroit, marquer 4 buts dans une compétition au standing comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dire que chapeau. Chapeau déjà parce que il est capitaine de la sélection, il endosse la responsabilité de leader de l'équipe, pas seulement dans le vestiaire, mais également sur le terrain. Et on a vu que sur le plan offensif, c'est le joueur qui montre la voie, c'est celui-là qui va au combat. Et voyez comment il célèbre ses buts. Vous ressentez cette rage de vaincre, cette combativité, et ça fait plaisir à voir pour un supporter. Il a été stratosphérique, il a marqué 4 buts, il est à 2 buts du record de Samuel Eto'o, le record du nombre de buts inscrits lors d'une CAN. C'est énorme, sachant qu'il y a un 3e match, il y a des 8e de finale et je l'espère bien, il y aura des quarts de finale. Les quarts de finale. Des quarts de finale et de la finale. Donc c'est une performance énorme qu'il est en train de réaliser. Peut-être à ce niveau-ci, on ne s'en rend pas encore compte, mais à la fin, lorsqu'on fera le plan, le bilan, on se rendra compte que ce qu'il réalise est digne des performances des légendes de ce continent. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'attaquant qui empile les buts pour l'équipe nationale. Les Lions indomptables ont donc remporté haut à la main cette rencontre qui était classée rencontre à risque, puisque le Cameroun, sortant d'une victoire quelque peu avec beaucoup d'ambiguïté contre le Burkina Faso, il fallait donc se donner la main pour donner un autre visage avec cette rencontre qui les opposait donc à l'Éthiopie. On ne refait pas le match, c'est vrai, mais on se remet dans l'état des lieux, c'est-à-dire se revoir dans cette rencontre de football. On a vu non seulement Aboubacar Vincent, mais aussi on a vu Karl Toko Ekambi, buteur à Lyon. On lui reprochait cela lors des matchs couplés éliminatoires de la Coupe du Monde où il ne s'était pas vraiment montré décisif à plusieurs reprises. Et là, quand il s'ouvre une voie de doublé, on se dit qu'il est définitivement rentré dans cette compétition. Oui, il est définitivement rentré dans cette compétition. Premier but qui sera peut-être le but le plus important de cette CAN pour l'équipe du Cameroun. Un but égalisateur qui survient 4 minutes après l'ouverture du score de l'équipe éthiopienne. C'est un but, je suppose qu'avec la ferveur du public, la rage aussi avec laquelle il a célébré ce but, en dit long. C'est... Comment dire, c'est un but qui l'a déchaîné et qui a permis à Toko Ekambi d'étaler le talent qu'on connaît tous du joueur. C'est vrai qu'en club, la situation est plus compliquée. Il réalise une saison correcte, comme le club en général. C'était important pour lui de revenir pour cette CAN et de réaliser de grosses performances. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est définitivement lancé et j'espère qu'il pourra suivre les traces d'Aboubacar Vincent, empiler des buts pour nous permettre de remporter ce trophée à la fin. Oui, vous avez parlé du premier but. Et quand on vient sur le deuxième but, ça me permet de replonger dans la question tout à l'heure. Est-ce que l'Éthiopie ou alors les Éthiopiens
était-il trop faible? Regardons, par exemple, en image, dans notre intellect, ce deuxième but, il y va dans la surface de réparation, il amortit, il feinte la frappe du pied gauche, et ces joueurs qui tombent là, ces joueurs éthiopiens qui tombent, en fait, pour nous les supporters, ou alors pour moi, pour le cas d'espèce, peut-être les internautes aussi vont se reconnaître dans le sentiment qu'ils ont eu. Je suis fort convaincu devant mon écran qu'il ne va pas tirer du pied gauche parce qu'il n'est pas bon tireur du pied gauche et qu'il va revenir justement sur son pied droit. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, comment analyser ce genre de but de la part de l'Éthiopie et du Cameroun? Oui, ce genre de but, le deuxième but de Toko Ekambi, déjà, comme on le dit, les attaquants de classe mondiale, vous me permettez de le dire, sont dotés de cette confiance-là. Cette confiance qui leur permet d'effectuer tous les gestes techniques, qui leur permet de survoler dans un match. Alors, il y a ce ballon qui est donné dans la profondeur, il compte sur sa vitesse, contrôle de balle, et le long contrôle de balle lui laisse la possibilité de réfléchir de ce qu'il va faire lorsqu'il va toucher le ballon. Parce que le ballon, il est assez long, il y a deux défenseurs qui arrivent derrière, il dit, bon voilà, il a le temps de réfléchir. Je dis, bon, crochet. Et même le crochet, ce n'était pas toujours évident, puisque le crochet est assez long et ne permet pas d'enchaîner directement avec une frappe. Mais il reste correctement sur ses appuis. Fort heureusement, il y a un défenseur éthiopien qui glisse. Il a la possibilité de revenir sur ses appuis. Je me souviens encore, il y a un commentateur qui parlait de la loi de la gravité hier en voyant ce but, en disant peut-être que Isaac Newton, depuis le paradis, pourra se dire que je me suis trompé sur cette loi de la gravité. Parce qu'on a un Karl Toko Ekambi qui a donné un peu tort à Isaac Newton, d'après ce commentateur. Donc, il fait ce crochet. Le défenseur le plus proche, il glisse, c'est qu'il laisse le temps à Toko Ekambi d'armer sa frappe. Et puis, il lève la tête, il regarde la position du gardien, premier poteau, où personne ne s'y attend. Parce que c'est une position qui nécessite souvent un enroulé au second poteau. Il regarde la position du gardien. Et comme je l'ai dit, les attaquants de classe mondiale sont dotés de cette confiance qui leur permet d'effectuer des gestes techniques hors du commun. Il a fait. Il a mis le ballon au premier poteau, le gardien est battu. Belle victoire en tout cas. Et ce qu'on a vu tous avec nos internautes au même moment où cette rencontre se jouait, eh bien c'est l'entrée de ce monsieur Oyongo Bitolo, monsieur Joie, monsieur Musique de la Versières. On le sait, il était écarté pour un moment avec des blessures et puis il n'était pas très en conforme avec ses différents clubs en Europe. Il se cherchait encore. Maintenant qu'il revient en tanière, il trouve qu'il y a un bétonnier qui lui chipe un peu la place, on va le dire ainsi. Et Oyongo revient pour ce match, il joue une quinzaine de minutes. Est-ce qu'on a le sentiment qu'il a assuré? C'est vrai qu'en ce moment, l'Éthiopie ne nous met plus trop de pression, donc c'est difficile à noter. Je vais être cru, il n'a pas assuré parce qu'il entre dans un moment où l'équipe mène 4-1, le match est plié. Et puis, il manque un peu de concentration. Je crois qu'il a une erreur, une perte de balle qui a failli coûter un but. Mais je pense que ça s'est joué au niveau de la concentration. Il entre dans un match qui est totalement plié. Malheureusement, Oyongo Bitolo fait partie des éléments de l'équipe nationale qui nous ont permis de remporter la CAN 2017. Il a été surclassé par Tolo. Il entre, d'aucuns disent qu'il est aussi fêtard qu'il le fait à l'extérieur, que c'est la raison pour laquelle il ne savait même pas s'il était au terrain ou pas. Mais je ne pense pas que son entrée d'hier ait un lien avec son niveau de jeu ou sa capacité. Je pense que c'est plus dans le mental que ça s'est joué. Il n'est pas complètement rentré dans le match. Il se dit, bon, j'entre là, je joue mes 15 dernières minutes. De toutes les façons, on mène au score de 3 buts d'écart, le match est plié. Donc je pense que ça s'est juste joué au niveau du mental. Et il faudrait un peu le secouer, le rappeler que voilà, nous sommes dans une compétition comme celle-là et chaque but compte. Chaque but compte. Voilà, il était question aussi de tirer les enseignements de cette rencontre. C'est ce que nous faisons, d'autant que, avant de repartir à la technique pour prendre
une transition et revenez parler du baromètre de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a beaucoup de choses à vous proposer tout à l'heure, chers internautes de CFoot. Ce beau match du Sénégal, cette belle intervention de Alain Denis Ikoul. Il va nous replonger justement dans cette émotion sénégalaise. C'est vrai, mitigé. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas perdu. On va revenir. Donc, restez des nôtres. Alors, Éloge, on va sortir par là. Après le match, on a vu des congratulations de la part de Roger Mila, Itofis, Rigobert Song, envers les plus jeunes. Ce sont là des icônes de notre football qui, seulement leur présence, redonne un peu plus de tonus et de la volonté à se surpasser à cette jeune génération. Oui, bien évidemment, c'est les noms que vous avez cités sont des noms qui sont bien connus dans le football africain et dans le palmarès de la CAN. Ce sont des joueurs qui ont marqué cette compétition. Je pense que les plus jeunes joueurs à intégrer la tanière des Lions des Ontables se disent, voilà, ce sont des aînés, ce sont des gars qui ont marqué l'histoire du football camerounais. Ça fait un réel plaisir de les voir nous soutenir. Et s'il faut vraiment recevoir des conseils ou bien des encouragements des personnes concernant cette CAN, c'est bien d'eux, à travers tout ce qu'ils ont accompli. Voilà, c'est aussi un signe très fort parce que cette équipe camerounaise a fait preuve de caractère. Je pense que pour gagner une compétition, ça ne se joue pas qu'au niveau du ballon. Il y a aussi la force mentale qui entre en jeu. On a ce caractère-là qui a été salué de part et d'autre. Et je pense que ça a été l'élément qui a été davantage souligné par ces anciennes légendes, d'avoir fait preuve de caractère et d'avoir su remonter la pente quand il le fallait. Donc maintenant, ça ne peut qu'être bénéfique pour cette équipe du Cameroun, l'expérience que ces seniors ont. Et on espère vraiment que ça poussera nos Lions indomptables à remporter le titre final. C'est grâce à vous que nous sommes au devant de la scène, chers internautes, et cela est reconnu de tous, sans faire objet d'aucun argument de contrepoids. CFoot vous donne la primeur de l'information de football, et encore que nous sommes plongés vivement dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec nos reporters sur tous les sites devant abriter les matchs de cette compétition. On prend juste une virgule du cas technique et on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Retour donc en plateau. Merci avec notre consultant Loïc Éloge Foucault, si vous voulez. Loïc, c'est une nouvelle découverte et puis on a plusieurs qui sont passés, vos précédents, peut-être vos aînés, peut-être vos petits frères. Mais là, les internautes découvrent un autre visage et j'en suis convaincu. La pertinence de votre expertise, de votre regard aussi poignant, aussi pointu, certainement en rajoute notre crédibilité parce que CFoot ne fait pas dans la dentelle et c'est reconnu. Pas du tout. J'espère vraiment que notre collaboration pourra amener beaucoup plus de téléspectateurs pour cette chaîne qu'est CFoot, qui produit déjà un contenu exceptionnel concernant le football camerounais et que j'apprécie vraiment. Donc je ne peux qu'encourager les internautes et partout où vous êtes de suivre la chaîne. Pour qu'on aille de l'avant, on comprend l'émotion est vive, on vous comprend. On va donc se lancer dans la deuxième et dernière partie de notre émission. Et là, on en vient à notre baromètre. Dans notre baromètre, mon cher Loïc, on regarde à travers notre rétroviseur et on refait certains matchs. On va prendre certainement d'abord ce match Sénégal qui a joué un match âprement disputé contre la Guinée. Cette Guinée, j'en parle avec Baudelaire, qui a été demandé par le président de la République de rentrer avec le trophée de la Coupe d'Afrique. Et on le voit sur le terrain, la Guinée qui a accroché cette magnifique équipe du Sénégal, contraint au partage de points. Score de la partie, 0 but partout. Ouais, comme on le dit, le Sénégal est le favori, est l'ultime favori de cette équipe, de cette CAN, pardon. Et
nous sommes au deuxième match, à la deuxième journée de cette CAN. Et on n'est pas totalement convaincu par cette équipe du Sénégal. C'est vrai que c'est un derby, et comme on le dit souvent, un derby, ça reste un derby. Et tout peut arriver. Mais l'équipe du Sénégal jusqu'ici ne convainc pas. Bon, jusqu'ici, on peut mentionner les absents de marque. Edouard Mendy, quelques absents tels que Mais Bamba Edouard Mendy est gardien, il ne marque pas. Oui, il ne marque pas. Bon, Voilà. oui, Donc, il ne marque pas, c'est vrai. Il ne marque pas. Mais le match, ça se joue à 11 joueurs. Le gardien, lui aussi, il rassure ses défenseurs. Il rassure toute l'équipe. Et puis, je joue un match. Je sais qu'Edouard Mendy est dans les buts. Donc, je joue avec ce côté, cette petite sérénité. Donc, on a un effectif qui a été décimé par la Covid. Je crois 9 absents. 9 absents. Donc, sur le plan psychologique, déjà, le Sénégal va avec un léger inconvénient. Et comme je l'ai dit, c'est face à la Guinée, c'est un derby. Et il y a également un facteur qui m'a marqué, c'est la Sadio Mané dépendance, permettez-moi l'expression. On a une équipe qui dépend offensivement de Sadio Mané, qui, je le rappelle, qui est énormément attendu pour cette compétition. Et voilà, toutes les équipes, toutes les défenses adverses se sont averties. C'est Sadio Mané en face. Forcément, il y a un plan anti-Sadio Mané. Et lorsqu'il est bloqué, c'est toute l'équipe qui est bloquée sur le plan offensif. Alors peut-être qu'il faut voir les horaires. Il faut revoir les horaires. On a vu ce Sadio Mané transpirer énormément. Et on se demande, le soleil c'est pour tous les joueurs, on se demande bien s'il a du mal à s'accommoder. Parce qu'à chaque fois, le Sénégal joue en heure locale de 17h. Et peut-être ça cause aussi problème à ce niveau. Oui et non, je vais m'expliquer. Non, parce que déjà au Sénégal, c'est une zone aride où il fait assez chaud. Je pense que ces joueurs sénégalais sont même habitués à des températures plus hostiles. Mais oui, dans ce terme où il vient directement d'Angleterre, où, rappelons-nous que c'est l'hiver, ils sont en plein hiver, où il a enchaîné des plages en plein hiver. Donc son organisme est préparé, s'est préparé à cet hiver-là. Et puis il revient en Afrique où le climat est totalement différent, en plein milieu de la saison, sans préparation préalable. Il est arrivé dans la tanière des Sénégalais à une semaine ou quelques jours de la compétition. Ce n'est vraiment pas suffisant pour préparer une compétition de cette envergure. Déjà, il faut prendre le pouls de la température, il faut prendre le pouls de la préparation en elle-même. Donc, il vient en plein milieu de la saison. C'est pas du tout évident avec les efforts fournis au championnat anglais. Nous savons tous comment ce championnat il est rude et qui vient d'enchaîner des matchs avec le Boxing Day. Il débarque, le climat est tout à fait différent. Donc, c'est pas du tout facile. Il faut vraiment qu'il s'acclimate. Oui. Et voilà, oui Voilà. et non. Oui et non. Oui et non, on vous comprend embarrassé de vouloir justifier. De vouloir justifier, peut-être justifiable, puisque tout ce que vous avez cité, les joueurs des autres sélections vivent cela. Et quand on revient sur on dit souvent, chaque prêtre ne peut donner la parole de l'évangile que dans sa chapelle. Je vais parler dans le cas du Cameroun, par exemple, où les joueurs venaient aussi fraîchement de l'étranger. Et pour le cas d'espèce, le Cameroun est parmi les nations qui n'ont joué aucun match amical, par exemple. Mais ils sont là, on s'y accroche. Bref, c'était pour dire, cette équipe sénégalaise qui a une constellation de stars. Et quand on regarde ce match, je passe le contrôle de Baudelaire, quand on regarde ce match, on se dit, avec des énormes occasions que le Sénégal a eues, ils ont manqué d'être précis, d'être concis. Ouais. Il faut le dire. Bouba Sarr, Sadio Mané par lui-même et d'autres occasions qui ont plutôt été choisies dans le camp de vandaliser le ballon. On va le dire ainsi. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas mettre le coup d'une action ratée sur... on ne peut pas accuser le climat. Si par exemple un joueur n'a pas su cadrer une frappe, on ne pourra pas dire à ce moment où c'est l'hiver, c'est l'été. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Et comme je l'ai dit, c'est le sport, le football. Il se trouve que Sadio Mané n'est pas en forme. Mais le plus gros souci, c'est que les autres attaquants ne prennent pas des responsabilités. Je pense à cette action encore, ce décalage sur le côté de Sadio Mané pour Bouna Sarr,
qui ne réussit vraiment pas à ajuster le cadre. C'est vraiment une action qui est révélatrice. On a toute une attaque qui dépend un peu de ce joueur-là. Et comme je l'ai dit, il y a forcément un plan anti-Sadio Mané dans le camp adverse. On sait que c'est le joueur à défendre, on sait que c'est le joueur à battre. Et quand vous voyez le match, à chaque touche de balle, ils sont là, 2, 3. S'il y a 2, il y a 1 en couverture. C'est vraiment pas facile. Il est carrément verrouillé. Il est, oui. Oui, je ne vous coupe pas. Ouais. Je ne vous coupe pas. Vous parlez, à vous entendre parler, cette émission ne devrait peut-être pas finir aujourd'hui, mais on n'a pas le choix que de mettre terme au moment venu. On va donc rentrer à la technique. On va rentrer à la technique de ces foot pour prendre notre envoyé spécial du côté de Bafoussam, le site choisi pour abriter cette compétition. Il va nous parler, il nous replonger vivement dans les grandes émotions de cette rencontre entre le Sénégal et la Guinée. On vous retrouve, Serge Antenno de CFoot. À tout de suite. Il faudra encore attendre dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour voir le Sénégal convaincre. Les Lions de la Teranga ont été malmenés par une très vaillante, mais alors très vaillante équipe du Sidi national de Guinée, emmenée par son capitaine, effectivement, Nabil Keïta, qui a été dans tous les combats, dans tous les duels et qui les a effectivement remportés. Une équipe du Sénégal donc, qui a donc clairement déçu, qui n'a pas répondu aux attentes de son public, qui a surfé sur la vague de la mauvaise performance qu'elle a effectuée d'abord lors de son premier match face au Zimbabwe, alors qu'elle était alors sauvée, cette fois-là par un pénalty vers la fin de la rencontre. Cette fois encore, le Sénégal a déçu. Sadio Mané était carrément égaré. Les Lions de la Teranga ont été malmenés par cette équipe du Sidi national de Guinée, qui elle a été très entreprenante, très bonne dans le jeu, présente dans tous les coups, mais qui a criardement manqué de réalisme, car multipliant les occasions sans toutefois pouvoir les concrétiser. Il faudra donc attendre pour la prochaine journée pour voir laquelle de ces deux équipes terminera première de sa poule, cette poule B, qui a offert un très beau spectacle ce soir, ici même à Bafoussam, devant un public assez charmant, un public qui a répondu présent, un public très nombreux. Depuis le stade Omnisport de Kwekom à Bafoussam, je suis Alain Denis Ikoul. Il faudra encore attendre dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour voir. Fin linier, on va l'appeler ainsi, c'est un fin linier. Il est au courant de tout, il sait tout, et c'est grâce à lui que nos internautes, déjà près de 300 000 internautes sur notre compte Facebook et autres plateformes digitales, sont et ont la primeur de l'information. Alors, c'est dire que ce Sénégal, mon cher Loïc Éloge, on n'a peut-être pas trop d'éloges à faire au Sénégal parce qu'il faut leur dire des mots crus pour se remettre véritablement dans cette compétition. On attend trop de cette équipe, vraiment trop, au point où l'entraîneur, en quittant de Dakar pour Yaoundé, maintenant en passant pour Bafoussam, est au courant qu'en cas d'échec, il débarque complètement de son siège d'entraîneur principal. Dire qu'on attend trop pour cette équipe, je trouve que c'est exagéré de le dire. Les attentes sont à la hauteur de l'effectif. Et je pense que la fédération sénégalaise a déjà fait preuve de suffisamment de patience avec le sélectionneur qui est en place, parce que c'est la 3e compétition majeure qu'il dirige et à chaque fois, il n'a réussi pas à atteindre les objectifs qui ont été fixés. Voyez-vous, à la CAN 2017, il se fait sortir par l'équipe du Cameroun. Et c'était, je crois, en quart, début, en quart. Ensuite, il y a cette CAN 2019, pareil, où il échoue lamentablement. Bon, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Et nous avons cette CAN. Donc, ça fait longtemps que la fédération sénégalaise attend que cette équipe ramène au moins un trophée. Parce qu'avec la qualité de l'effectif, on a le meilleur effectif en Afrique actuellement, des joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats européens et qui ont des places titulaires. Mais on a une équipe qui ne parvient pas à remporter un trophée qui est pourtant à leur portée. Donc, je ne pense pas qu'on attend trop de cette équipe. Je pense qu'on attend vraiment... Les attentes sont fixées par rapport à la qualité de l'effectif. Et la fédération a fait preuve de suffisamment de patience avec le sélectionneur. Et
ce serait tout naturellement que la fédération s'en débarrasse si les objectifs ne sont pas atteints. Ouais, je sens qu'on va se faire des jaloux si on n'évoque pas le cas de la Guinée. L'équipe en face a été costaude parce que pour un match, une contrainte de partage de points, on peut se dire que la Guinée, véritablement, l'a remporté en quelque sorte. Oui, la Guinée le remporte. Déjà, il y a un premier facteur. Le premier facteur, c'est le derby. Comme on le dit en football, le derby reste un derby. Quelle que soit la position des deux équipes, un derby reste un derby. Et ensuite, nous avons cet autre facteur qui a été, que vous avez mentionné plus tôt dans l'émission, le président de la République qui a ordonné aux joueurs guinéens de ramener cette coupe sous peine de rembourser toutes les primes et tout ce qui a été dépensé. Donc, on a cette équipe guinéenne qui, je pense aussi, a regardé le match le premier match du Sénégal, qui a su tirer des enseignements de ce match et a pu profiter de quelques faiblesses. Malheureusement, n'ont pas pu concrétiser les efforts qui ont été mis en jeu. Mais déjà, la motivation était là. On a cette équipe qui jouait son va-tout parce que cette équipe de Guinée savait pertinemment que le Sénégal est favori et c'est le Sénégal qui a la pression. Donc, ils n'avaient rien à perdre. Ils jouaient leur va-tout. Ils n'y allaient pas de main morte. Et voilà, ça a débouché à ce résultat qui aurait pu pencher en faveur de cette équipe. Alors, les deux équipes, chacune d'elles a 4 points. Le Sénégal, 4 points. La Guinée, 4 points. Comment se comporter au dernier match? Parce que jusque-là, ces 4 points ne font pas office d'une qualification. Oui, mais je pense qu'ils sont bien partis pour une qualification parce que avec le nouveau format de la CAN, il y a le meilleur troisième. 4 points déjà, c'est pas mal. Et je pense que les prochains matchs seront des matchs plus faciles sur le papier, je le précise bien. Ce seront des matchs plus abordables pour les deux équipes. La Guinée va rencontrer le Zimbabwe ou Malawi. La Guinée va jouer contre le Zimbabwe. Le Zimbabwe, effectivement. Et le Malawi contre le Sénégal. Le Malawi contre le Sénégal. A priori, ce sont des matchs qui sont à la portée des deux équipes. Un nul suffit pour la qualification. Mais, on l'a vu avec la Sierra Leone et l'Algérie, trop de suffisance, ça peut conduire à une désillusion. On va parler de cette autre rencontre, toujours dans le groupe B, la rencontre entre le Malawi et le Zimbabwe, une rencontre des outsiders qui aboutit à la belle victoire des Malawites sur le Zimbabwe. Début de ça. Oui, c'est une grosse opération. C'est déjà une grosse opération parce que les deux équipes ne sont pas les équipes les mieux loties dans ce tournoi. Elles sont logées dans une poule qui est assez compliquée. Donc, l'équipe qui réussissait à ressortir de ce match avec un résultat satisfaisant était le grand gagnant de cette poule. Parce que 3 points, après vous jouez le Sénégal ou bien vous jouez la Guinée, ces 3 points qui ne sont pas donnés, je ne le fais pas dire. C'est une grosse opération qu'ont réalisé l'équipe du Malawi. Et on ne sait pas, c'est une victoire précieuse qui, à la fin, au terme de cette phase de poule, pourra permettre à l'équipe, sur le plan comptable, de réaliser une grosse opération. Nous souvenons-nous que le troisième est qualifié, le meilleur troisième. Donc on verra. Un match qu'on attend avec beaucoup de qualité. La technique va nous proposer une image et puis on va revenir certainement pour quelques précisions sur le plateau. A tout de suite, merci de rester des nôtres, chers internautes. C'est foot, c'est aussi le foot, c'est aussi des explications techniques. Notre consultant est là et puis on va en parler tout à l'heure pour la suite de notre émission. Alors, on va continuer certainement pour parler des autres sous-poules et avec des équipes comme le Maroc qui, c'est vrai, peine, mais a réussi à se qualifier en 8e. Oui, une équipe comme le Maroc qui a fait son entrée polémique durant cette compétition, qui réussit quand même à faire le job et voilà, qui totalise 6 points en 2 matchs, qualification directe pour les 8e de finale. Oui, cette équipe du Maroc a fait le job et forcément qui est une équipe très attendue, qui est favori de cette compétition.
on y a eu des forfaits ou du moins des joueurs qui n'ont pas pu jouer pour la sélection. Certains qui n'ont pas été appelés, tels que Hakim Ziyech. D'autres, la nouvelle pépite du FC Barcelone qui, elle, a préféré jouer pour l'équipe du FC, pour l'équipe d'Espagne, pardon. Donc, on a une équipe qui est là au rendez-vous, qui voilà, a réussi à inscrire 2 buts dans la compétition, ce qui n'est pas donné. Jusqu'ici, on en compte 3 équipes qui l'ont fait au cours d'un match, qui voilà, produit un bilan satisfaisant et qui jouait également, on s'entendait peut-être à plus, car joue contre l'un des petits poussés de la compétition, les Comores. Mais le résultat, il est là, le job, il est fait. Et voilà, on attend la progression. En 2 matchs, le Maroc qui n'a aucun but encaissé en 2 matchs. Pareil pour le Sénégal, aucun but encaissé. Pareil pour on parle d'une autre équipe. De toutes les façons, voilà les équipes qui n'ont pas encore encaissé le moindre but. On va peut-être évoquer d'un flash. On va peut-être s'y appesantir dans une prochaine production. En flash, puisque c'est l'actualité, le public qui est incité par les différents gouverneurs et autres à se diriger vers les stades, c'est une information capitale pour les supporters qui avaient des tickets, mais peut-être pour des besoins de passe sanitaire, n'y arrivaient pas au stade. Alors là aussi, le cas a été allégé en quelque sorte. Vous avez vu ça d'un bon œil, vous ? Oui, je l'ai vu d'un Votre point de oui, vue. il est hésitant. Oui, en vérité, parce que d'un point de vue sur le plan sportif, forcément on s'en réjouit de voir les stades pleins, mais quand on interroge le volet sanitaire, quelles sont les conséquences qu'il y aura? Là, on s'interroge parce que je suppose que le protocole sanitaire qui a été mis en place a été mis pour une bonne raison. Et maintenant, voilà, on a ces décisions qui surviennent. Ok, vraiment, nous espérons qu'à long terme, ça n'aura pas des conséquences désastreuses. Mais c'est une très bonne nouvelle pour le sport, pour le football. Déjà qu'on a vu le stade de Kwekon qui affichait fière allure. Aujourd'hui, ça faisait plaisir de le voir. Et j'espère que ce sera comme ça durant la compétition. Je vous confirme parce que une réaction qui tardait, c'était celle du gouverneur de la région du littoral qui a réagi suite à un communiqué officiel. Le gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Iva Diboa, a réagi suite à un communiqué. Des ramassages seront établis par des bus d'une société en charge du transport urbain pour amener les supporters au stade. Bien, on va revenir dans cette actualité puisque nous avons des images qui nous viennent de Bafoussam. On va s'y appesantir dans nos prochaines éditions. Il a fait un travail incroyable, Alain Denis Ikoul. Dans une prochaine production, on va revenir pour parler de cette affaire, des bus qui partent avec les supporters. Mais pour revenir, très souvent, c'est un grand souci. Et on va se dire Loïc Eloge, infiniment merci. Merci infiniment d'être venu. J'estime que le contenu, le format vous a plu. C'est un plaisir, un réel plaisir. C'est moi qui vous remercie. Et merci. Merci à vous également, chers internautes, d'avoir été des nôtres encore pour cette énième production. On va donc se dire et se quitter momentanément pour revenir pour des actions et des rencontres encore plus chaudes. On se dit donc, portez-vous bien et surtout que Dieu puisse protéger le Cameroun afin que notre équipe nationale nous porte encore, nous donne beaucoup plus de fierté. Au revoir.